BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà, deuxième partie de quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, à la fois sur 01 TV, sur BFM Business et sur YouTube et en podcast audio. Vous êtes très nombreux à nous écouter tranquillement en faisant du sport, dans la voiture, et on vous remercie de votre fidélité. Pour certains, ça fait de nombreuses années que vous nous écoutez et merci encore. Pour cette deuxième partie de quoi je me mêle, toujours Raphaël Grabli qui est là, journaliste, vous le savez, à BFM TV, BFM Business, et puis Anthony Morel, qu'on ne présente plus. Avec, dans un instant, Safari qui dépasse le milliard d'utilisateurs. On va aussi évoquer le nouveau dictionnaire de la tech selon l'Académie française. Les dernières réflexions d'Elon Musk qui sont alors, un peu what the fuck quand même, mais on va rentrer dans le détail dans quelques instants. Et puis, on évoquera aussi Netflix. Mais avant de rentrer dans l'actu, tiens, un petit aparté pour vous dire que nous sommes à l'aube d'un grand changement dans notre média. Vous connaissez sans doute de quoi je me mêle depuis de très nombreuses années. Je faisais le compte il n'y a pas longtemps. De quoi je me mêle existe depuis 20 ans, les amis. Wow. C'est un sacré coup de vieux. On a fêté l'anniversaire ou pas officiellement ? Pas tout à fait, mais on y travaille. Ah bon ? On y D'accord. travaille. On y Facebook travaille. n'existait pas. Facebook n'existait pas, tu te rends compte, Mark Zuckerberg n'était pas né à l'époque. Et l'iPod faisait ses débuts. C'est ça. Et donc, on est à l'aube, je le disais, d'une petite révolution, puisque, en fait, la chaîne 01 TV, que vous suivez peut-être, qui est disponible sur YouTube, sur le site 01net.com, mais aussi sur les box opérateurs, la première chaîne de tech en France qui émet 24 heures sur 24 sur les box, eh bien, la chaîne 01 TV va être rebaptisée, les amis, à l'occasion, en fait, d'une refonte totale de l'actualité tech au sein du groupe Altis Media. Et c'est une information que je vous donne quasi en avant-première. On en avait parlé avec Jérôme dans le podcast chez Jérôme et François. Mais c'est assez intéressant ce qu'on est en train d'élaborer pour vous. C'est une vraie verticale tech au sein du groupe Altis qui va s'appeler Tech & Co. Et on va vous montrer d'ores et déjà ce qui va se passer. 01 TV va se transformer en Tech & Co. Et Tech & Co va être la marque tech du groupe, Raphaël, tu y participeras, évidemment aussi forcément Anthony. Et donc dans quelques jours, ce sera l'occasion de Vivatech, on va faire ce switch, ce changement. 01 TV va disparaître pour être remplacé par Tech & Co, avec à la fois l'émission que j'ai le plaisir de présenter le soir sur BFM Business entre 20h et 22h à la radio, à la télé. Une verticale web qui est déjà en ligne. Vous allez vous tapez Tech & Co sur Google, vous allez retrouver donc cette verticale web avec toute une actualité hébergée sur le site de bfmtv.com. Et il y aura beaucoup de nouveautés. Beaucoup de nouveautés dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est ça. On ne pas trop, mais il y aura beaucoup de nouveautés. Voilà, et je peux vous dire qu'on a beaucoup d'ambition dans cette verticale tech. Et puis donc, la chaîne 01 TV qui se transforme en Tech & Co, qui ne va... Alors, évidemment, le nom va changer. Vous allez voir, avec un super habillage qui va être top, de nouveaux logos, etc. Les émissions que vous connaissez continueront, bien sûr, de quoi je me mêle. Il y aura d'autres nouveautés, etc., etc. Mais je voulais vous annoncer ça parce que ça va arriver dans moins de 2 semaines. Et donc voilà. Et puis Anthony et Raphaël, vous serez les acteurs aussi de ce changement. Donc enthousiasmant tout ça. On est très heureux. Voilà. Et puis bien sûr, on vous écoutera. On essaiera d'être encore au plus près de vos attentes en matière d'actualité tech. L'actualité tech qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien. Elle est dans la société, elle est à tous les étages, dans tous les domaines, dans tous les secteurs, et on trouvait pertinent d'accélérer là-dedans. Dernière petite chose, évidemment 01net qui ne sera plus évoqué au quotidien ici. Il y a une raison derrière tout ça, c'est que le groupe Altis a décidé de se séparer de 01net.com. Le site 01net.com va poursuivre sa vie avec de nouveaux actionnaires. Et voilà, donc vous pourrez bien évidemment consulter aussi 01net.com. Mais comme 01 TV reste sous le giron d'Altis Media, on a décidé de le rebaptiser, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Et ce sera dorénavant Tech & Co. Voilà, on est très, très, très enthousiaste et très heureux, et on aura du temps évidemment pour vous expliquer tout ça tranquillement. Mais voilà, vous êtes les premiers à le découvrir ce week-end. L'actualité donc, Safari. On connaît, navigateur, Internet. C'est le navigateur d'Apple, qui vient de communiquer sur un chiffre. 1 milliard. Voilà. 1 milliard d'utilisateurs. Pas mal. Le navigateur qui coûtait 1 milliard. Non, 1 milliard d'utilisateurs. Donc, c'est aujourd'hui le deuxième navigateur le plus utilisé au monde. Il y a toujours
Google Chrome devant, évidemment. Loin devant encore. Loin devant, qui a plus de 3 milliards. Ouais. Mais 1 milliard, c'est quand même pas mal. Et c'est loin devant aussi ceux qui le suivent. Et notamment, alors moi, je pensais, mais c'est, tu vois, comme quoi on a des biais tous. Moi, je pensais que Mozilla était très très haut. Et en fait, Mozilla est très très loin derrière. Par exemple, Firefox, c'est 200 millions d'utilisateurs, quelque chose comme ça dans le monde. C'est dingue ça, je pensais que, alors que Firefox, on se souvient, il y a quelques années, était number one, hein, était même devant Chrome. Et puis je pense qu'on a tous une sorte d'affection aussi pour Firefox. En tant que geek, on aime bien Firefox. Ouais, c'est vrai. Ça joue aussi. Non, mais si, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont quand même loin d'être morts. Ils font quand même beaucoup de choses. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils sont très loin. Et puis ceux qui sont très loin aussi, c'est quand même Microsoft. Ah oui, je les ai même pas cités. Tu vois, Edge, ils sont à 200 millions. J'allais dire Internet Explorer. Ah, ils sont comme Firefox alors ? Je crois qu'ils sont un tout petit peu devant Firefox. Ils sont un tout petit peu devant. Mais il y a quand même un truc. Enfin, il faut quand même rappeler un truc assez incroyable. C'est qu'on parle Edge d'un navigateur qui est préinstallé sur tous les PC du monde, quand même, qui est loin derrière. Safari qui arrive à 1 milliard, mais qui est aussi préinstallé. Alors, notamment évidemment sur les iPhones, beaucoup plus que sur les Macs. Oui, c'est ça qui booste en fait ce évidemment chiffre-là. Évidemment les iPhones, c'est pas les Macs parce qu'en valeur, ça. Les Macs, Apple a le même problème que Microsoft en fait avec son navigateur. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de monde qui installe Chrome sur un Mac. C'est ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire que alors la blague c'est souvent avec Internet Explorer, ça sert surtout à télécharger Chrome quoi. mais ce qui est incroyable, c'est que Chrome, c'est horrible en fait. Et Safari, c'est de moins en moins le cas. Et pourquoi c'est de moins en moins le cas ? Parce qu'Apple joue vachement la carte de la vie privée sur Safari. Maintenant, Safari est un navigateur qui protège, qui est vendu comme étant très protecteur de la vie privée. Donc, en gros, il y a deux écoles. Il y a soit on veut toutes les options, la simplicité, vraiment le on est d'accord. Le meilleur navigateur, je trouve, ça reste Chrome. Bien sûr. Et d'ailleurs, le succès est d'autant plus impressionnant que Chrome n'est préinstallé nulle part. Donc, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont chercher Chrome. C'est ça qui est incroyable, c'est que Chrome a 60% à 2 tiers des parts de marché. Et alors, dans le monde et en France, on est dans la moyenne, c'est vraiment ça, en étant préinstallé nulle part. Alors, si, il y a les Android, c'est vrai. Mais je veux dire, sur les PC, c'est pas préinstallé. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on va chercher Chrome. Safari, c'est pas mal parce que ça progresse tranquillement. Je trouve, à mon avis, grâce à la stratégie d'Apple et Edge, là, c'est quand même ça reste quand même un flop par rapport à ce qu'était Internet Explorer. Mais on voit bien quand il y a de la concurrence, en général, ça trompe pas, quoi. Alors, parce qu'on se dit, c'est super, Safari, 1 milliard d'utilisateurs. Mais derrière tout ça, il y a un business monstrueux avec les navigateurs, hein, forcément. Alors, et l'un des plus gros business, c'est notamment le moteur de recherche. Et tout à fait. Et Google paye, alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais c'est en milliards. Voilà. Ouais. Ah oui, c'est monstrueux. X milliards, X dizaines de milliards ou un truc comme ça, de dollars par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de Safari. Qu'on peut changer quand on rentre dans les paramètres, mais personne ne le fait. Donc en gros, par défaut, on est le navigateur, le moteur de recherche. Et moi, toute la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va arriver à un Apple Search ? Pour moi, c'est ça la prochaine étape. Apple a fait. Tu crois à ça ? Moi, j'y crois pas du tout. Moi, j'ai du mal. Ils ont tellement. Enfin, tu vois, il y a tellement d'avance. Non, c'est une question que je me pose. C'est pas que j'y crois. Non, c'est pas un pari. Non, c'est pas un pari de ma part. Je ne pense pas qu'ils vont lancer un moteur de recherche forcément, mais c'est vraiment une question que je me pose. Et je pense qu'ils doivent quand même se la poser parce qu'ils ont quand même une base d'utilisateurs. Enfin, je veux dire, demain, ils lancent un moteur de recherche Apple. De fait, ils le mettent par défaut. De fait, ils deviennent l'un des leaders. Enfin, je veux dire, ils concurrencent très sérieusement Google. Je veux dire, c'est pas Quant, quoi. On va pas se mentir. Non, bien sûr, mais ce serait quand même un investissement qui serait massif pour arriver à un résultat. T'as réussi à me caler Quant quand même. Voilà. Alors, désolé. J'ai pas pu m'en empêcher. Non, mais voilà, on arrive. Non, mais je dis c'est pas Quant. Non, mais je compare à Quant parce que évidemment que si Apple fait ça, la promesse d'Apple, ce sera la vie privée. Ça ne peut être que ça. Ça peut être que le moteur de recherche. On a le navigateur de la vie privée. On peut avoir le moteur de recherche de la vie privée. Non, mais ça dit Quant s'appuyer sur Bing, donc Apple pourrait aussi s'appuyer sur Bing. Voilà, tu peux imaginer des alliances complètement folles. Mais après, par contre, la conséquence, c'est qu'Apple se lancerait très sérieusement sur le marché de la publicité en ligne, de fait. Parce que pour le moment, Apple, le marché de la publicité ciblée, c'est uniquement sur l'App Store. Et franchement, c'est pas grand-chose. C'est quelques applis qui arrivent en haut, mais c'est pas un marché monumental. Si Apple devait lancer un moteur de recherche, ça voudrait dire qu'Apple se lance dans la publicité en ligne. C'est un autre marché et c'est des enjeux sur les données personnelles qui sont un peu contradictoires avec ce qu'ils veulent faire. Mais honnêtement, moi, je me pose quand même la question. J'exclus pas, sachant qu'on était quand même un peu, quand ils ont lancé Apple Maps, enfin Apple Plan en France, le concurrent de Google Maps, on s'est dit, aller concurrencer Google Maps,
Et au début, ça a été compliqué. Va y avoir du boulot. Et ils sont encore derrière, ils sont encore moins bons en vrai. Mais vous utilisez, enfin moi j'ai un iPhone, j'utilise jamais Plante. Non, moi non plus. Mais pourtant, Apple me pousse des trucs. Hein. Oui, mais c'est un boulot de 10 ans. C'est un boulot de 10 ans pour faire ça. Ouais, mais moteur de recherche, je pense que c'est encore plus compliqué parce que vraiment, tu pars avec un niveau de retard par rapport à Google qui travaille dessus depuis longtemps. Donc c'est le cœur de métier. C'est-à-dire vraiment, eux, pour le coup, il faudrait des moyens qui sont absolument considérable. Ça me paraît impossible. Honnêtement, je suis plutôt de votre avis, mais je me pose la question. Ils ont dû se la poser aussi, probablement, hein, mais ça paraît quand même compliqué. Puis je pense qu'ils ont aussi des enjeux là. Ils ont des enjeux d'investissement. Alors tu me diras, ils ont les moyens d'investir dans plusieurs choses. S'il y en a un qui peut le faire, c'est Apple. Ça, c'est vrai. Mais enfin, tu vois, là, je pense qu'en ce moment, ils sont plus sur l'idée réalité augmentée, comment est-ce qu'on peut l'exploiter, peut-être travailler sur la voiture d'une manière ou d'une autre. Tu vois, ça fait beaucoup de trucs à investir. Apple TV aussi. Apple TV, ça coûte des milliards par an parce qu'il faut produire un moteur de recherche. Contenu, potentiellement, ça rapporte beaucoup d'argent. La voiture Apple, j'y crois pas. J'ai jamais cru. Peut-être que je me plante complètement, mais j'ai jamais cru parce qu'Apple fait de l'iPhone avec 40% de marge qui vend comme des petits pains. Apple, c'est la seule boîte au monde et peut-être dans l'histoire, qui fait à la fois de la valeur et du volume. Ça n'existe pas, une boîte qui fait de la valeur et du volume. En général, soit on vend très cher et moins, soit on vend peu cher et beaucoup. Apple vend très cher et beaucoup. Mais une voiture, les marges, c'est plus tellement ça. Donc moi, l'hypothèse d'Apple qui va aller faire des bagnoles, j'ai du mal à y croire parce que c'est un niveau d'emmerdement énorme pour des marges pas forcément folles. Le moteur de recherche, quitte à investir beaucoup d'argent, le moteur de recherche, il peut y avoir un vrai retour sur savoir combien Tesla marge avec ses véhicules. On n'a pas d'infos là-dessus. Hein. Ça doit être dans ses résultats financiers. On doit l'avoir, mais honnêtement, je l'ai pas en tête. En revanche, alors, c'est sûr que la marge serait moins importante que sur les iPhones, mais sur le chiffre d'affaires, je crois que c'est des analystes financiers qui avaient étudié le fait que si Apple prenait 2% de part de marché sur la voiture, il générerait autant de chiffre d'affaires qu'avec les iPhones aujourd'hui. Je pense que c'est aussi ça que regarde Apple. Mais Apple, c'est une boîte Il n'y a pas que la marge. Non, bien sûr, mais bon, la marge, c'est important, c'est ce qui fait la boîte quand même. Et en tout cas, moi, j'écarterais pas quand même d'un revers de main l'hypothèse d'un moteur de recherche. S'ils annoncent leur moteur de recherche à la WWDC, vous m'offrez une PS5. On t'offre une PS5 tout de suite. Non, mais là, franchement, c'est clair. Parce que tu vas aller à la WWDC. Et oui, je pars dimanche. Voilà, tu pars donc ce dimanche-là. Tu reviens mercredi. Et donc, je pourrais vous débriefer ça avec grand plaisir et même vous le faire un peu en direct si c'est jouable. Ouais, c'est cool. On essaiera de faire un petit truc pour que je vous parle un peu de l'ambiance. Et puis premier événement Apple en physique, en semi-physique, mais en tout cas nous on y sera, il y aura une partie physique. C'est quand même assez agréable, ça fait plaisir aussi quand même de revivre ce genre d'événement. Et puis ce campus qui est une œuvre architecturale carrément incroyable. Dans l'actualité, Anthony, tu voulais nous parler en fait de ce nouveau dictionnaire de la tech selon l'Académie française et c'est plutôt rigolo. Oui, comme toujours. Alors c'est assez régulier, hein, tous les ans ou tous les 2 ans, il y a une liste de recommandations de mots anglais qu'on traduit en français pour éviter les anglicismes. Alors là, ça s'est focalisé sur le vocabulaire du jeu vidéo et de l'e-sport en particulier. L'idée étant, en tout cas c'est l'argument que met en avant le ministère de la Culture, qu'il y a un jargon qui empêche un certain nombre de personnes d'accéder au monde du jeu vidéo. Bon, c'est un argument un peu bizarre. Mais enfin, pourquoi pas. Alors je vous donne quelques exemples de mots. Donc cloud gaming se transforme en jeu vidéo en nuage, par exemple. E-sport, jeux vidéo de compétition, bon ça c'est assez classique. On avait streamer, animateur en direct, bon pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On est un peu animateur en direct. Hein. On est un peu animateur en direct. D'ailleurs, aussi. en fait, il y avait des critiques parce qu'au début, il y avait je crois qu'il y avait joueur en direct et animateur. Ouais, joueur en direct, c'était réducteur. C'est joueur animateur en direct. Voilà. Et c'est important parce que streamer aujourd'hui, on disait c'est joueur en direct, c'est faux parce que non, un streamer aujourd'hui, c'est pas qu'un joueur. Et animateur en direct, c'est plutôt joueur animateur en direct. Ouais, c'est plutôt cohérent, je trouve. C'est vrai. Oui, non, mais absolument. Même si personne n'utilisera jamais, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que par rapport à d'autres listes qu'on a eues les années précédentes, celle-ci me semble assez raisonnable. Je suis en train de la regarder. Parce que si tu te souviens du mot dièse, par exemple, qui avait beaucoup fait parler à l'époque pour traduire le hashtag, par exemple, on en avait eu quelques-uns comme ça. L'arrosage pour le spam, c'était pas mal aussi. J'ai jamais entendu quelqu'un utiliser ce mot. Il y a divulgaché. Divulgaché. Mais celui-là, il est resté très joli. Mais divulgaché, il était tellement marrant. Mais oui, il est resté dans le langage. On dit divulgaché maintenant en rigolant. Mais en rigolant. Mais mine de rien, du coup, on l'a retenu. Mais Du coup, on l'a retenu, divulgaché. Mais le problème, c'est toujours pareil, c'est que c'est
préconisations, c'est très simple. Moi, je trouve que l'intention est louable. Le fait de défendre la langue française, c'est un très beau combat. Le problème, c'est qu'une langue, ça se bâtit pas comme ça, et c'est que c'est l'usage en fait qui fait qu'un mot reste ou pas, et que tu vas pas imposer aux gens de dire animateur, joueur à la place de streamer. Ça n'arrivera pas de toute façon. De toute façon, oui, c'est même pas le but. Le but, c'est en fait cette publication au journal officiel, c'est destiné d'abord aux documents administratifs ou après en suggestion pour des documents techniques. Donc voilà, c'est des documents que personne ne lira jamais, en gros, pour faire simple, et qu'évidemment, on continuera à dire streamer, et que streamer rentrera dans le... D'ailleurs, à mon avis, c'est peut-être déjà dans le dictionnaire, enfin, ça dépend des dictionnaires, mais souvent, on les voit rentrer assez rapidement, et comme tu dis, c'est comme ça que ça se bâtit une langue. Alors, on peut le regretter parce que c'est des anglicismes, mais bon, à l'inverse... Alors, tu sais que quand tu regardes au Québec, il y a certains mots, alors j'ai regardé par exemple infonuagique pour le cloud, au Québec, c'est utilisé, tu vois. Alors, au Québec, ils rigolent pas, parce que j'ai vécu au Québec, ils rigolent pas du tout, il me semble que écrire en anglais sans proposer de définition, enfin de traduction française, c'est quasiment du pénal, il me semble, sur des sites web, etc. Moi, j'ai un ami qui est photographe qui a mis quelques mots en anglais. Il s'est pris un courrier recommandé de je sais plus quel organisme de protection de la langue française en lui disant vous devez changer ça tout de suite, sinon on vous poursuit. Le Québec, ils ont un protectionnisme sur la langue, c'est incroyable. En fait, c'est l'inverse des Français. Ils protègent le français et ils parlent parfaitement anglais. Voilà, c'est exactement l'inverse des Français. Nous, on ne protège pas le français et on parle très mal anglais. Ce qui se tient, en fait. Donc, alors nous, en France, on reçoit il y a la proximité géographique avec. Ah oui, eux, ils sont envahis. En fait, voilà, c'est exactement. Mais ils traversent une frontière, ils y sont. Et la blague, alors j'allais dire le running gag. Donc du coup, on va dire la blague récurrente. La blague récurrente, c'est d'aller voir sur Wikipédia les traductions de titres de films. Fiction pulpeuse. Parce que ils sont obligés légalement de traduire tous les titres de films. Mais honnêtement, ça fait sourire quand on est en France. Mais quand on vit là-bas, en fait, il y a une vraie cohérence. Mais bien sûr. Et moi, je trouve que c'est très. Moi, je trouve ça plutôt bien. Est-ce que vous avez déjà reçu des mails de cet auditeur? Oui, Daniel Depoli. Voilà, incroyable. Bah alors, je pense que les gens connaissent pas parce que c'est vraiment un truc très journalistico-journalistique. Mais il y a ce monsieur qui est... Alors moi, c'est génial, c'est même une forme de consécration pour les journalistes de recevoir un mail de ce monsieur qui envoie donc un message à chaque fois qu'il entend un anglicisme à la télé ou qu'il lit dans un article. Donc, moi, j'avais reçu un mail, justement, c'était pareil, c'était sur le cloud. J'avais utilisé le mot cloud dans un papier et il m'avait expliqué de manière très circonstanciée, toujours très poli, très bien écrit, qu'il y avait un mot en français. Il y a des articles sur lui. Il y a des articles sur lui. Oui, le Figaro. Parce que c'est vrai, quand on est journaliste, le premier mail de Daniel Depoli, c'est clair. Le baptême du feu. C'était Startup. Moi, j'ai écrit Startup. Il m'a dit non, c'est Jeune Pousse. Voilà, donc c'est très marrant. Mais c'est un protecteur de la langue française. Mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi intéressant de voir ça en termes de, j'allais dire, de soft power. Donc c'est pareil, c'est des mots qu'il faudrait traduire, mais ça montre aussi à quel point la France est à la traîne dans le monde de la tech et de l'innovation, parce que quand tu innoves, quand tu inventes, c'est toi qui imposes tes mots au reste du monde. Il y a des mots français qui sont restés d'utilisation mondiale. Tu vois, l'hélicoptère, c'est une invention française, on dit hélicoptère en anglais. Le parachute, même chose. Le stéthoscope, même chose. Le bidet, même chose. Enfin, tu vois, t'as plein de trucs comme ça. Frigidaire, non en français. Ouais, frigidaire, non, je pense pas. C'est la marque. Non, c'est la marque en plus. Mais tu vois, t'as des mots, des inventions qui sont... Frigidaire. Si tu dis frigidaire aux États-Unis. Peut-être qu'ils existent aux US, peut-être qu'ils vendent aux US. Mais non, mais en tout cas, tu vois, quand tu inventes les trucs, tu peux... imposer aussi ta vision du monde au reste du monde. Mais tu vois, que ce soit dans la téléphonie mobile, dans le jeu vidéo, même si on a des boîtes qui sont incroyables, enfin, l'innovation, elle vient quand même principalement des États-Unis et de la Chine. Je vous propose de parler de Netflix maintenant. Alors, Netflix qui... streaming, tu veux dire. C'est ça. Qui vit quand même des moments un peu compliqués. On le voit avec des résultats qui étaient pas forcément exceptionnels. C'est-à-dire que Netflix, depuis toutes ces années, a tellement connu en fait, une croissance exponentielle que dès qu'ils toussent, en fait, tout le monde les regarde et ils se disent, ça y est, ils vont mourir, quoi. En fait, c'est ça. Alors que bon, tout va plutôt quand même encore pas trop mal pour Netflix. Ils investissent des sommes phénoménales dans la production, etc. Mais malgré tout, voilà, on sent que ça a été un petit coup de cravache quand même chez Netflix, avec pas mal de choses qui seraient en gestation, Anthony. Oui, c'est ça, justement, pour essayer de renouveler un petit peu le modèle, parce que tu l'as dit, ils ont perdu des abonnés pour la première fois. Alors, pour une entreprise de croissance, c'est jamais génial, même si c'est un petit nombre. Je crois que c'était 200 000 abonnés, enfin, c'était ridicule à l'échelle de 220 Netflix. millions d'abonnés au total. Voilà, donc forcément, mais enfin, ça marque quand même un petit coup d'arrêt. Donc, ils se disent, comment est-ce qu'on peut renouveler tout ça? Et parmi les idées qui ont été émises, eh bien, le fait de diffuser des programmes en direct. Alors, ils parlent
notamment de programmes. Alors ça pourrait être des spectacles humoristiques par exemple qu'on pourrait regarder non plus en vidéo à la demande comme aujourd'hui, mais sous forme de flux finalement. Tu te connectes à 20h30 et tu regardes ton programme en direct comme tout le monde. Exactement. Et alors ce qui me fait marrer, c'est que par ailleurs ils ont aussi annoncé qu'ils travaillaient sur le fait de proposer de la publicité. C'est-à-dire que tu aurais des abonnements qui seraient moins chers, mais qui seraient adossés à de la publicité. Et là, je me suis dit, attends, des programmes de flux, la publicité, les mecs ils sont en train d'inventer la télé en fait. C'est-à-dire que tu te dis, Netflix a été créé un peu en partie, et c'était leur argument commercial, pour s'évader de la télé, tu vois, pour dire, bon bah non, je vais regarder ma série quand j'en ai envie, et puis j'aurai pas la pub, je serai pas embêté toutes les 10 minutes. En se moquant même un peu de ce vieux média qui est la télé. Exactement, en fait. voilà, c'était le média mourant. Et puis là, ils disaient, finalement, on va faire du flux, puis on va ajouter un peu de publicité, on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est ça. C'est quand même assez marrant. Voilà, c'est un retournement, une petite ironie de l'histoire, on va le dire. C'est-à-dire que là, ça fait maintenant. Ils vont chez Michel Drucker. Hein. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est-à-dire que là, ça fait 15 ans qu'ils prennent des abonnés à tour de bras partout très facilement. Et puis là, en fait, le problème, c'est pas tant de perdre 200 000 abonnés, parce que c'est rien du tout par rapport au nombre global d'abonnés. Le problème, c'est que ça montre que ça a tapé un peu le plafond. Et c'est là, en fait, le problème, c'est que c'est la fin de la croissance facile. Oui, qu'est-ce qui va se passer après ? Et donc maintenant, on prenait les abonnés à tour de bras, maintenant, il faut aller les chercher, à la main, un par un, entre guillemets. D'où des abonnements qui n'existaient pas avant, d'où des abonnements moins chers avec la pub. C'est-à-dire qu'avant, Netflix ne voulait pas de pub, et ceux qui ne voulaient pas payer 8 € par mois, on faisait une croix dessus. Maintenant, on se disait, faut peut-être aller chercher aussi, parce que là, quand même, il faut qu'on continue notre croissance. Et donc, ils sont obligés d'aller dans ce sens-là. Par contre, moi, sur les flux en direct, oui, mais en même temps, c'est aussi là où je trouve la croissance. Moi, je trouve ça étonnant d'ailleurs qu'une boîte comme Netflix qui investit 20 milliards n'ait pas plus de budget. Alors, il y a le stand-up, il y a les spectacles, il y a les concerts quand même. Moi, je trouve que les concerts, on le voit par exemple en France, ce que fait Arte avec des concerts sur Arte, c'est absolument génial au niveau du contenu. Je pense que Netflix pourrait très bien faire un plus concert, je me dis, tu peux le regarder en replay, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais le stand possible. Après, il y a l'info et le sport. Et alors, moi, c'est la grosse question. Alors, le sport, ça coûte très, très, très cher. C'est rarement rentable. Mais on est d'accord que ça... La question leur a été posée. Alors, je sais plus, c'est pas le patron, c'était pas Reed Hastings, mais je sais pas, c'est le directeur des opérations, a répondu... On se l'interdit pas, mais ça semble compliqué. Il a fait une team cookerie, quoi. Mais non, mais le sport, je veux dire, quand on parle du sport, ça dépend des sports, mais quand on parle du sport, on pense quoi ? On pense la Champions League, le foot, éventuellement Roland Garros, ce que fait Amazon. Mais le sport. Après, aux US, c'est le foot américain, c'est le handball. Oui, mais le sport en Europe, par exemple. Le handball aux États-Unis, ils s'en foutent un peu. Oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Mais voilà. Je veux dire le basket en plus. C'est des montants à investir qui sont colossaux. Moi, la question que je me pose, c'est sur l'info. Alors, pas forcément de l'info comme BFM TV, par exemple, mais de l'info un peu plus documentaire, c'est-à-dire, ils en font déjà pas mal, mais là, c'est plus des documentaires sur des faits divers, sur des fictions. Parce que le direct, en fait, ça sert à quoi ? Ça sert à informer en temps réel, à divertir en temps réel avec du sport et l'interactivité. Ouais. Voilà, c'est les trois trucs qui apportent en fait, où le direct apporte quelque chose qui a une énorme valeur par rapport au replay. On est d'accord ? Bien sûr. Donc bien sûr. Voilà, c'est ça. Ça va être intéressant de voir si Netflix, tout comme Amazon d'ailleurs, parce qu'Amazon s'intéresse à ça. Il fait plus que s'intéresser, puisqu'on le voit, ils ont investi beaucoup d'argent dans la Ligue 1. En ce moment, on est en plein Roland Garros. Il y a des matchs des matchs très intéressants et très importants qui sont diffusés sur Amazon. Ça fait d'ailleurs toute une pagaille parce que le Nadal Djokovic a été diffusé. Il se terminait à 1h30. Moi, je m'endormais devant là, on est dans le ridicule. On est dans l'extrême. Je veux dire, un match qui se termine, surtout le match le plus important de la quinzaine qui débute. Je veux dire, débuter un match sur terre battue à 21h. En potentiellement 5-7 à 21h, c'est suicidaire. C'est suicidaire. C'est totalement. Ça n'a aucun sens. Mais ça prouve la puissance financière d'Amazon qui a réussi à imposer ça à la Fédération française de tennis. Attendez, voilà. C'est l'argent qui va, in fine, faire que les gens ne peuvent plus voir le match parce qu'ils dorment. Je pense que ça se fait ailleurs. Donc, on est dans le ridicule. Il faudrait peut-être se renseigner, mais je ne pense pas que Roland Garros soit le premier tournoi à faire les night sessions. Ça doit exister aussi dans d'autres pays. Oui, mais il y a la spécificité de Roland Garros où c'est des matchs très longs. Parce que sur terre battue, les matchs sont beaucoup plus longs. Je veux dire, Wimbledon, c'est aussi en 3-7 gagnants, mais en général, les matchs sont plutôt plus courts. Donc, c'est quand même assez particulier. C'est vrai que là, on est un peu dans l'extrême, je trouve. Et puis après, on parlait du direct, mais je trouve qu'il y a quand même sur les séries classiques, on va dire, il y a une envie aussi des gens de parler des séries. C'est le fait de se retrouver à la machine à café et parler d'une série. Et finalement, on voit par exemple en ce moment Obi-Wan. Quand Disney sort un épisode d'Obi-Wan, en fait, c'est pas une diffusion directe, mais c'est presque une diffusion directe parce qu'en vrai, ils sortent le mercredi.
on sait que tout le monde va le regarder en gros le soir, tout le monde va débriefer, et donc c'est presque un prime, c'est un faux prime en fait. C'était exactement comme Game of Thrones sur Orange à l'époque. Exactement. C'est vrai que c'est ce qui manque sur ça sortait le dimanche soir. Ouais, alors en théorie, on est d'accord que c'est rare. Hein. Enfin, c'est vraiment des séries. Franchement, il y a des séries. Ouais, mais t'as au moins une ou deux séries par an sur Netflix qui peuvent le faire. Tu vois, Stranger Things, ça peut. Oui, mais une ou deux fois par an, c'est anecdotique. Mais c'est peut-être aussi parce qu'ils font jamais ça qu'ils créent moins l'événement aussi. Ouais. Je veux dire, il faut arriver à créer l'événement. Squid Game, il y a un suspense incroyable. Ils l'auraient fait, tu vois, plutôt que je crois que c'était 6 épisodes. Ils auraient fait ça. Et chaque épisode, à un moment donné, tout le monde peut le voir en même temps. Mais t'as raison, Anthony, mais si je puis me permettre, le problème de Squid Game, c'est qu'ils n'ont pas vu venir le succès de Squid Game. Oui, aussi. Il y a ça aussi. Non, mais c'est vrai. Enfin, Squid Game, c'était un pouillème, enfin c'était une série parmi des milliers d'autres que Netflix allait balancer, et puis paf, d'un coup ça a été, c'est monté en épingle. Sur les grosses franchises. Sur les grosses franchises. Je sais pas, moi je suis fan de Star Wars, je vois Obi-Wan, je sais pas, je le regarde, j'ai envie d'en parler à des potes, j'ai envie d'en parler aux autres. Et c'est vrai que si on se dit, tu sors 20 épisodes, parce qu'en plus en général, là pour le coup, il y a les mini-séries. C'est en quelque sorte sacraliser un moment. Et lui donner encore plus d'importance. Bien sûr. Créer des grands messes, mais comme la télé, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, avec la livraison par drone, on fait de moins en moins de trucs, on est de moins en moins dépendant. Là, le direct nous oblige à être dépendant de quelque chose. C'est-à-dire, attendre 20h40 ou 20h50. Ouais, mais c'est une dépendance dont tu as envie. Moi, je suis mais c'est une communion. C'est une communion. D'accord. Et on en a besoin. Je dis pas qu'il faut tout faire comme ça, mais parfois on en a besoin. Et si tu as raté le truc, tu as l'impression de passer à côté de. C'est dingue, j'ai l'impression de réinventer la télé. Mais c'est ça. On réinvente la télé, les amis. Enfin, ça reste important, la télé. Ça reste un média, le média de communion. Et on est dans un groupe d'ailleurs qui croit beaucoup au broadcast, évidemment, bien sûr, puisque c'est la définition du broadcast. Et bien voilà, cette deuxième partie de quoi je me mêle est terminée. Merci de nous avoir suivis et merci à Raphaël Grabi. Bon voyage donc à Palo Alto. Et on se débriefe ça rapidement. Et bien voilà, tu vas nous raconter tout ça avec cette WWDC et puis fidèle au poste, bien sûr, Anthony. Merci à tous les deux. On écoute et on regarde le matin et qu'on écoute et on regarde aussi entre midi et 2 sur RMC. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Et rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. À très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.